Nuance fétiche. On parle souvent de ce qu'on fait, n'est-ce pas ? De nos parcours, de nos rôles, de ce qu'on montre, et beaucoup moins de la manière dont on vit tout ça. Nuance fétiche, c'est un podcast qui part de là, d'un endroit qui n'est pas toujours clair, pas toujours simple, pas toujours cohérent. Je m'appelle Marie-Agnès Opoku, a.k.a. Ama, et ici je rencontre des artistes, des professionnels de la culture. On parle de création, de travail, de choix, de contradiction, de ces moments où il n'y a pas une seule réponse, où la nuance s'invite, où elle aide aussi à avancer. Nuance fétiche. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'aime beaucoup, Anne-Sophie Mattei. Comment vas-tu, Anne-Sophie ? Je vais très bien. Merci, Ama, pour ton invitation. C'est un plaisir, je suis ravie que tu aies accepté. Alors, on se connaît depuis un moment et ce que j'ai toujours trouvé fort chez toi, c'est que tu es quelqu'un qui ose. Tu dis les choses, tu t'engages, tu prends position et en même temps, je sais que tu es quelqu'un de très sensible, parfois dans le doute, et je trouve ça très beau aussi. Est-ce qu'on est bien là ? Waouh, je suis un peu émue, alors je dis rien. Non, mais c'est beau. Et c'est que Merci. Le début, hein. Waouh, je vais pleurer. Alors, j'ai envie de commencer simplement, puisque tu sais que le podcast s'appelle Nuance fétiche. Qu'est-ce que la nuance pour toi ? C'est l'art de composer. C'est qu'est-ce que la nuance ? Je pense à la musique quand j'entends nuance. C'est vrai que tu es musicienne. Hein. Je pense que c'est l'art de composer, de faire avec, de lier aussi, quelque part. Je me suis interrogée quand tu m'as parlé du podcast parce que c'est ce que je t'ai dit au téléphone. Je t'ai dit, mais moi, je ne suis pas nuancée. C'est ce que tu crois. Et après, j'ai réalisé que finalement... Oui, parce que je trouvais que ça faisait compromis dans ma tête. Il y a plein de mots qui sonnaient, qui m'embêtaient. Et parce que j'ai ce côté un petit peu frontal. Bien sûr que si, la nuance, quoi, qui permet aussi de mettre en valeur les choses, de les embellir ou de les surgir la nuance. De cette nuance qui te permet de donner à un projet, par exemple, toutes ses aspérités et ses diversités et de le présenter pas d'une façon linéaire. Voilà. La nuance, c'est ça, c'est ce qui te permet de décrire avec richesse toute la complexité de quelque chose. Exactement, la richesse de nos différences, c'est ça qui fait la nuance. En plus, tu définis bien le nom que j'ai donné à ma boîte de management où je disais la nuance, c'est la diversité des talents et la richesse des différences humaines. Donc, on est d'accord là-dessus. Et moi, je trouve que la nuance aussi, c'est souvent quelque chose qu'on comprend avec le temps ou avec les blessures. Est-ce que ça a été ton cas ? Oui, aussi. Je pense que j'ai appris de mes peines, j'ai appris de mes plaies, que ce soit les miennes ou celles que je causais. Aussi, avec ce côté un peu frontal, comme je disais au début. Et j'ai appris à modérer ou à énoncer parfois, pas tout le temps, comme tu le sais. Donc, mais je t'ai avec pas plus connue aussi frontale. Non, je pense qu'avec le temps, je me suis apaisée. J'ai appris à dire avec plus de douceur. Voilà, la nuance, ça va avec la douceur aussi pour moi. Ça revient à ce que je sens de toi, quelqu'un qui ose et en même temps qui est pleine de douceur. Et vraiment, c'est quelque chose qui me touche. Enfin, tu es une personne qui me touche. Et quand on regarde ton parcours, on voit quelqu'un qui a vraiment grandi dans la musique, dans le rap, dans la radio. Et aujourd'hui, tu défends des artistes qui ont quelque chose à dire et pas juste quelque chose à vendre. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as compris que tu voulais défendre des projets qui ont du sens pour toi ? Je crois que je l'ai compris en quittant cette radio nationale sur laquelle je ne me retrouvais pas. Je ne me retrouvais pas dans les projets, je ne me retrouvais pas dans un terme que tu dis souvent, toi, quand tu dis « je viens de l'industrie musicale ». Tu sais, et moi, à chaque fois, ça me fait bondir et je fais une analogie avec la nourriture et je te dis « moi, je ne mange pas de l'industrie agroalimentaire. Moi, j'aime les artisans, j'aime les gens qui font eux-mêmes. » Et cette industrie, tu vois, qui uniformise, qui n'a pas de nuance pour le peu, qui va créer des produits. Et tout ce qui était de l'ordre de cet humain qu'on transformait en produit, de cette musique qu'on marketait, tout ça, c'était compliqué pour moi à entendre. Ça gommait les diversités. Voilà. Là, il n'y avait plus de nuance. Et moi, je suis partie, je suis partie de façon spontanée, mais surtout parce que je crois qu'on peut appeler ça un burn-out. Et c'est dans on ne posait pas encore ces mots-là sur toutes ces maladies, sur la santé mentale. Et c'est à ce moment-là de silence, tu vois, que j'ai réalisé tout ça et de tout ce qui se passait, qui me plaisait pas, qui n'était pas en adéquation avec ce que je voulais. Et le premier projet que j'ai repris sur du booking, c'était le projet porté par un de mes amis qui est Grand Prix de l'Académie Charles Cros, qui est un contrebassiste de jazz.
et qui fait de la musique particulière, bien loin des cases du marketing, et qu'il était fort bien difficile loin de cette industrie. De cette industrie. C'est pour ça que je me sens plus dans la culture que dans l'industrie musicale. Après, sache que moi aussi, je me considère être dans la culture, mais je peux pas enlever que j'ai fait mes premiers pas dans l'industrie culturelle, dans l'industrie de la musique. Et pour moi, c'est important de pouvoir poser les choses pour après faire preuve de nuance. Comme j'ai toujours répété aux gens de comment on peut pointer du doigt les gens d'école de commerce sans comprendre qui ils sont. Et ça ne veut pas dire du tout que je les défends. C'est simplement que moi, j'ai fait une école de commerce que j'ai détestée. J'ai eu un prêt étudiant, etc. Je sais ce que c'est, mais pour moi, je ne suis pas la personne qui incarne une personne d'école de commerce. Mais j'en ai fait. Et c'est parce que je suis allée dans cet endroit que je suis capable de la critiquer et de dire oui, c'est comme ça. Et l'industrie, quand on parle d'industrie, c'est qu'il y a quelque chose d'industriel. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la musique non plus, mais qu'il y a des codes particuliers pour vendre les choses. Et quand on parle de aussi marketing, après je vais arrêter de parler que de moi, mais le marketing, ça vient du mot marché, market, se rendre visible sur le marché, et que tout le monde fait preuve de marketing. Mais c'est un mot qu'on a mis, peut-être une définition qui met dans une case. Et je ne trouve pas ça horrible de parler d'industrie musicale quand on l'accepte. Parce que les mecs qui disent « oui, je travaille dans la musique », je travaille où ? Bon, voilà, dès qu'on entend certains noms de majors et certains services, assume que c'est l'industrie musicale et c'est pas grave. Et on peut en faire plus qu'une industrie. Bien sûr. Donc tout ça, c'était un choix conscient de partir de cette radio nationale ou c'est quand même quelque chose qui s'est imposé naturellement à toi quand tu parles de burn-out ? Oui, ça a été un épuisement qui m'a amené vers une porte de sortie, mais j'ai décidé de ne pas y retourner. J'aurais pu y retourner sur un poste. Exactement. Ça a été les deux. Ouais. C'était de retourner sur un poste que tout le monde trouvait très intéressant. J'étais l'une des premières ingé-femmes, j'étais la seule ingé-femme de cette radio sur un poste important, un prime, à 20h, 21h. Beaucoup connaissent ton nom à travers cette radio. Et j'ai fait le choix alors oui, j'étais malade, donc pendant longtemps, je crois que j'ai pas choisi. J'étais toute chamboulée et toute... Bien sûr, c'est normal. Voilà. Et après, quand s'est posé la question, non, je ne pouvais pas y retourner. Voilà. Donc tu as osé et tu as été en colère, donc tu as osé, et en même temps, c'est l'un et l'autre. Et donc moi, il y a quelque chose que j'admire chez toi, c'est que tu n'as pas peur d'être en colère. Peut-être que c'était différent, mais moi, à l'instant T où je te connais, puis je te connais de quoi ? 1 an et demi, 2 ans. Ouais, c'est ça. 2 ans, ouais. Quand il est arrivé ce malheur, mais en tout cas, tu as été une de ces femmes qui m'a bien soutenue. Et donc, je trouve que dans ce milieu, surtout quand on est une femme, on nous apprend souvent à lisser, à arrondir et à ne pas déranger. Donc toi, ta colère, elle vient d'où ? Ça vient de l'enfance, les fils... Ouais, elle vient d'où ? Je me suis souvent demandé, effectivement, et je crois que je me suis jamais trop sentie à ma place, d'une part. Et j'ai toujours détesté, alors ça va faire très Miss France, jour de la couronne, mais c'est les injustices. Et ma colère vient de ça. Je viens d'un milieu ouvrier, d'une ville qui était très bourgeoise, donc dans une cité ouvrière, au milieu des bourgeois. Je voyais bien qu'on n'avait pas les mêmes parcours qui se dessinaient. Je viens de Troyes. Pas très loin de Paris, donc on était un peu une sorte de banlieue parisienne aussi parce qu'on a 1h30 de train. Donc la culture ou la fac, ça se faisait ici, tu vois, parce que le parcours universitaire à Troyes, c'était pas vraiment ça. Et ça vient du côté engagé, syndiqué des parents. Ça vient des grèves, ça vient d'une couleur politique. Je pense que ça vient de cette enfance. Et est-ce que ça t'a déjà sauvé cette colère ? Parce que sûrement, c'est nécessaire. Sûrement, oui, parce que je pense qu'elle me tient en vie aussi. Et puis, je trouve ça étonnant, les gens qui ne sont pas en colère aujourd'hui. C'est récemment. Comment tu peux ne pas être en colère avec tout ce qui se passe ? C'est compliqué. Ouais, c'est récemment parce que moi, vraiment, il faut que je lise davantage d'ouvrages afroféministes et tout ça. Et il n'y a pas longtemps, je lisais quand même sur Angry Black Woman. Et ça m'a fait mal quand j'ai compris que j'avais aussi ce rôle dans l'industrie musicale. Mais en même temps, après, je me suis dit, mais j'ai de quoi être en colère ? C'est normal. Bien sûr. Donc en fait, c'est pas un mauvais mot, c'est juste une émotion. Et que souvent, la colère, c'est pas juste je suis énervée, c'est qu'en fait, il y a de la tristesse et de la frustration. Et après, c'est comme ça qu'on peut peut-être savoir d'où ça vient. Et évidemment, il y a toute l'enfance, il y a tout le passé. Et donc, je suis d'accord avec toi, la colère, ça nous tient.
parce que tu l'assumes, et déjà de dire oui, j'étais en colère et j'ai osé, c'est quelque chose de fort. Tu es une femme inspirante, Anne-Sophie. Puis elle transforme les choses, la colère aussi, parce que tu dis, tu nommes, tu sais, en disant, en soulignant ce que tu trouves injuste. Carrément. Je pense que ça a un effet positif. Soyez en colère, mais constructif. C'est ça. On peut aussi parler de fragilité. Il n'y a pas que la colère. Donc en même temps, je sais que derrière cette force, il y a quelqu'un de très touchant, quelqu'un qui doute, qui se pose beaucoup de questions. Et est-ce que le doute est un moteur pour toi, ou une fatigue, ou les deux? C'est un grand mix. Et c'est un peu auprès de femmes comme toi, je pense aux femmes jeunes. J'ai découvert, je dirais, le féminisme tard, quand bien même je lisais Bell Hooks ou Roxane Gay. Je me définis comme une bad féminisme. Et comment ça? Qu'est-ce qu'une bad féministe? Non, mais il n'y a pas il n'y a pas une forme instituée. T'as pas une forme louable, tu vois. On peut avoir des contradictions et être féministe pour autant. C'est de dire, c'est le nom d'un de ses ouvrages, Bad féministe, où elle va dire que t'as pas une forme idéale, tu vois, et que de toute façon, je pense qu'en tant que femme, il y a plein de nuances. On a intrinsèquement, exactement. Et c'est au contact de femmes comme toi, inspirantes, de jeunes femmes, ça me touche. où ça m'a confortée, ou tu sais, je suis toujours dans ce doute que tu connais, et quand je suis avec des jeunes femmes comme vous, très au parcours que je trouve incroyable, je vous trouve sûre de vous, avec des qualités. Mais pourtant on doute, hein. Oui, sûrement. D'ailleurs, moi, ma psy, je sais plus exactement la phrase qu'elle m'avait dite, mais elle m'a dit c'est très bien de douter, c'est-à-dire que en fait vous vous remettez constamment en cause, en question, c'est un moteur quelque part. Voilà, c'est un moteur, et bien donc sûr. c'est ça aussi un signe d'intelligence. C'est de savoir qu'on ne connaît pas tout. Et ça m'a rassurée. De me dire, mais oui, parce que de temps en temps, le doute, ça fragilise ou ça déstabilise, et même ça nous coince. Mais en même temps, on se remet en question, et derrière, on est toujours en mouvement. Mais ça construit. Ça construit. Parce que ça permet aussi de réfléchir à nos positionnements. Voilà. Cette chanson de Anne Sylvestre. J'aime les gens qui doutent. Oui. Et après, je ne sais pas le reste, mais ça pourrait me revenir. Mais on n'est pas là pour chanter, quoique. Qui sait? Peut-être. Et donc, oui, tu dis que ça t'aide à continuer ce doute. Et ça t'aide à continuer quoi, par exemple? Parce que récemment, tu as un truc en tête. Ça m'aide à construire, parce que je remets en question, je refais les fondations, je remets des pierres, je vois que je n'ai pas posé tel raisonnement au bon endroit. Ou, tu vois, ça me permet de... Je sais pas, j'ai peut-être aussi un regard un peu jugeant sur les gens qui ne doutent pas. Enfin, tu sais, inébranlables. C'est la vie, c'est un grand... je pense à beaucoup d'hommes de l'industrie. Et je pense aux hommes avec un Z devant. Et qui ne doutent pas. Tu sais, cette trend incroyable où est-ce que vous pourriez poser un avion? J'ai une amie pilote de ligne, on en rigole encore. Les hommes répondent bien sûr. Et tu poses la même question à une femme qui fait non, ça nécessite des connaissances, faut être pilote. Et t'as l'homme qui répond évidemment. Parce que c'est un privilège. C'est un privilège, en fait, de ne pas douter d'une certaine manière. Évidemment, c'est ce sexisme systémique. Enfin, c'est ce qui fait qu'ils ont été construits comme ça. Ils ne doutent pas. Et nous, on doute. On remet tout en question tout le temps. Mais c'est constructif, le doute. Ouais. Il est intéressant. Parce qu'il permet d'aller ailleurs, il permet d'expérimenter, il permet de se remettre en question. Parce qu'on n'a pas... j'ai des certitudes, mais peu. Tu vois, c'est à l'image de la vie, c'est fluctuant, quoi. Il y a des choses où il faut être... je pense qu'à un moment, on ne peut qu'avoir des certitudes sur certaines choses, et encore. Mais tu as raison, en fait, c'est hyper fort ce que tu dis, parce que si on ne doute pas, on construit rien. Quand on pose la question, là, est-ce que tu sais faire atterrir un avion, c'est ça la question? Et qu'on te dit oui, next, en fait. Cool. Alors qu'avec une femme, on va se dire oui, peut-être, ou non, et comment je pourrais le faire? Et donc on réfléchit, ou soit on passe à autre chose, et on parle de quelque chose de plus intéressant. Et c'est ça que j'aime. Donc oui, j'aime les gens qui doutent. Il faut absolument que j'écoute cette chanson. Le regard sur soi. J'ai mis un gros titre. Donc je vais te dire quelque chose qui peut-être est un peu personnel, mais je te trouve très belle. Wow. Et j'ai l'impression que parfois, les femmes qui portent beaucoup, qui tiennent beaucoup, ont du mal à se voir avec douceur. Merci Emma, moi c'est que je te regarde, c'est que je te prends en photo, c'est pareil. Mais tu me le dis tout le temps, et je te le dis tout le temps, mais j'ai C'est l'impression... un grand cœur, et il se voit sur toi, et c'est beau. C'est réciproque, hein. Mais c'est toujours compliqué à recevoir pour toi. J'ai un peu du mal avec les compliments que j'entends, que j'apprécie, qui m'émeuvent,
Mais c'est vrai que je sais pas d'où vient ce truc un petit peu où on me fait des compliments, où je suis pas... Ça dépend. Moi, je suis très à l'aise avec les compliments que tu me fais et j'en suis très contente. Ok. Mais peut-être c'est donc, une femme qui a fait que j'ai croisé des compliments que je n'ai pas aimés. Ouais. Mais donc, quel regard tu poses sur toi aujourd'hui ? J'ai beaucoup plus de douceur vis-à-vis de moi, justement. On en revient à ce mot-là. Et de gentillesse. Et je me dis que j'ai fait... bien souvent, je me suis blâmée des choix que j'ai pu faire. Et au final, c'est un privilège de vieillir. Je suis heureuse d'être là. Je suis heureuse de fréquenter surtout des jeunes femmes plus jeunes de cette industrie parce qu'elles me procurent un grand bonheur. Leur lutte me met en joie, leur féminisme, leur façon d'être. Et le regard que je porte sur moi aujourd'hui, il est beaucoup plus doux aussi grâce à cet entourage de femmes jeunes, combattantes. Je trouve que on a beaucoup dans notre cercle d'amis... J'ai vu des jeunes femmes qui portent des très beaux projets. On se retrouve souvent autour de projets qui s'appellent Mewem ou autres. Et je vois, tu sais, toute cette vivacité intellectuelle, ce fond. Et ça je sais sûrement, j'étais dans des milieux d'hommes. Et je découvre un peu depuis quelques années des milieux de femmes. Et je suis tu parles aussi beaucoup de jeunes. Oui. Mais là, moi, je t'ai invitée et tu es plus âgée que moi. Et c'est aussi ces femmes qui m'inspirent. Enfin, ma mère est une femme inspirante. Tu es une femme inspirante. Vous venez de milieux différents, vous faites pas du tout la même chose. Mais je trouve que c'est hyper important la transmission. Et moi, tu me le donnes tellement. J'ai pu être blessée par des femmes de ton âge et j'ai pu être blessée par des jeunes femmes. Et je trouve que c'est toute cette diversité où il y a l'inspiration, parce que Mewem, finalement, c'est pas que ces jeunes femmes bien sûr, il y a du mentorat mentoré. Je pense au féminisme, mais c'est pour ça que je pense aux jeunes femmes. C'est que quand là, c'est à travers le prisme de ce féminisme où je pense à ces jeunes sœurs combattantes qui mènent. Tu vois, j'ai un truc ça te donne l'espoir sur la suite. C'est ça surtout, je pense. En disant, il y a que du mieux à venir. Exactement. Donc il y a que du mieux à venir. Il se construit ce mieux. On est un peu les colibris quand on ramène ces petites gouttes d'eau pour éteindre l'incendie dans la forêt, mais si on est moult colibris, des chances qu'on y arrive. Et je vois ça, et toi, tu es un grand colibri. Ouais, je sais pas quel oiseau je suis, tiens, d'ailleurs. Alors, quel oiseau je suis? Moi, je suis nulle, tu peux me dire n'importe quoi. Non, le colibri, moi, j'aime bien. Mais oui, je vois l'espoir, je vois la beauté, je vois la réunion, je vois l'engagement. Et ça me fait plaisir. Je vois l'union, je vois la sororité. Et je te dis, je reviens toujours à cette histoire de moi, là où je me place. J'étais un peu la seule femme dans un milieu d'hommes et je manquais de sœurs, cruellement. Et voilà. Et aujourd'hui, je trouve que autour de tous ces cercles de paroles qui se font, je retrouve cette joie et ce combat, cet engagement. Et c'est pour ça que je cherche aussi plus à représenter dans ma boîte de com des projets portés par des femmes. Est-ce que tu peux m'en parler davantage de ces projets qui te portent et qui font que tu as le courage de la nuance aujourd'hui? Parce que tu n'es pas entourée que de femmes. Il y a aussi des hommes qui te portent. Oui. Et après, la nuance, c'est pas forcément une question de genre, mais je trouve clairement que dans ton parcours, tu as dû faire preuve de courage et d'avoir le courage de cette nuance, de ne pas rester en colère, mais de te dire là, c'est hyper fort quand tu dis « je suis en colère, j'ose, oui, je suis belle ». Tu ne l'as pas forcément dit quand j'ai dit quel regard tu as sur toi. Tu parles de plus de tendresse, plus de douceur. Mais aujourd'hui, c'est quoi ces projets qui te permettent d'être dans la nuance? Voilà, à l'équilibre, c'est ça. J'ai fait le geste sans trouver le mot. Oui, j'ai vu, c'est pour ça que je l'ai traduit. Dans cet équilibre. C'est de porter des projets qui sont pour moi riches de sens, de combat, de porter des histoires, de visibiliser des histoires pas forcément visibles. Parce que je crois que je m'intéresse, comme je fais aussi un peu des documentaires à côté, quand j'ai un projet musical qui arrive dans ma structure qui s'appelle donc Sourella Production, ce qui veut dire sœur en Corse, eh bien, j'aime les histoires des gens qui y viennent. Et c'est... il y a quelques jours, on était ensemble et on était avec Tracy Dessa. Et ben, par exemple, c'est une artiste incroyable. Elle rappe merveilleusement bien et elle a un parcours... Voilà, elle est née à Goa, elle est partie après. Je suis tellement ravie que tu l'aies ramenée là. Elle est incroyable, Tracy. Tu as vu que son intervention à cette conférence où nous étions, c'était fou. C'était incroyable. Voilà. C'était hyper fort. Et je pense qu'elle ne le sait même pas. Et elle est diplômée en études du genre, elle fait des talks. Mais moi, je connais rien, je connaissais que de noms parce que tu clames haut et fort les projets que tu portes. Mais après, il y a entendre les noms et creuser. Et c'est vraiment la question qu'elle a posée en se disant, mais et moi dans tout ça?
Exactement, ma place. Et c'est un truc où on se pose en permanence cette question de légitimité. Et là, il n'y a pas longtemps, on m'avait invité à intervenir sur un talk sur la légitimité se fait-elle collectivement. Comme d'hab, quand tu as invité, là, par exemple, sur la nuance, tu te poses la question, la nuance, moi, c'était la même chose. C'est quoi être légitime ? Et la finalité, c'est on nous rend légitime. Donc, ça peut être que collectif. Parce que quand tu penses, justement, à cette industrie musicale, et quand il y a quelqu'un qui va dire, voilà, je suis PDG de ça, mais on l'a mis à cette place et on l'a rendu légitime. Donc, quand on est des femmes entrepreneurs, quand tu crées Sourella Production, je ne sais pas si vous le direz à l'américaine, mais c'est toi qui te crées ta propre place. Quand tu choisis ces projets, tu choisis ta propre place. Donc, en effet... Je crée des girls clubs, après les boys clubs. C'est ça, mais grâce à toi, je me suis dit, mais oui, j'ai pas assez creusé. Je l'avais vu sur scène, il me semble, c'était quoi, Maison des Métallos, hein. Tu l'avais vu pour la soirée Aid, organisée par Libération, et où tu avais une artiste qui faisait un set et elle jouait. Et sur scène, elle est incroyable. Et à côté, elle porte des projets. Et elle le dit, elle a commencé par rapper, puis elle a compris qu'elle était un corps politique et elle est engagée, elle est militante. Et donc oui, j'ai envie de défendre ces projets-là qui ne sont pas marquetés. Et donc, qu'est-ce qui réunit tous tes projets ? L'engagement, c'est des femmes, elles portent toutes des discours... sont toutes féministes, elles sont engagées, elles sont brillantes. C'est des projets artistiques qui sont très très beaux. On soit bien d'accord. Et elles ont cet engagement et cette force et cette voix. Et j'ai tendance à penser qu'elles sont pas assez visibilisées ou mises en avant. Et j'ose espérer que j'arrive un peu à le faire. Et puis surtout, je suis tellement contente d'être si bien entourée. Ça te nourrit. Oui. Et ça t'envoie pas... tu n'as pas peur du burn-out dans ce... Je pense que je l'ai rencontré à plusieurs fois dans ma vie, même après la radio, de ces facilités. Tu sais comment on a des types d'esprit un peu similaires, toi et moi, et tu sais avec quelle manière on s'engage, on embrasse les projets, on les saisit, on travaille énormément. Et parfois, c'est nos amis qui nous disent « Bon, là, t'es quand même fatigué. Et on s'épuise nous-mêmes de porter... de porter ses voix, ses paroles, de pas... Moi, je sais que je suis en colère quand on me répond pas. Ou, je me dis, mais ce projet, il est formidable. Pourquoi donc tu me réponds pas ? Mais ça, c'est le monde de la relance. Hein. Et voilà, mais après, je me dis, c'est riche de sens, je suis tellement contente. Ouais, ça te nourrit. C'est vrai que là, récemment, j'avais fait un atelier au Mila avec Sarah Gessler, mais je suis pas sûre de bien avoir prononcé son nom, qui a une boîte qui s'appelle Algorithme. Et je m'attendais à rien et j'étais surprise positivement. Et où est-ce que je veux aller ? C'est que finalement, tu vas partout dans cette industrie ou dans ce monde de la musique et de la culture. Et je trouve que ce qui peut nous tempérer et ne pas épuiser nos énergies, c'est qu'il y a toujours des gens ressourçants dans ces milieux, mais il y en a d'autres qui sont épuisants. Exactement, des gens ressourçants. C'est ça. Et récemment, je me suis dit, mais oui, si je vais dans cet asso, je ne suis pas obligée de faire exactement la même chose que je fais dans une autre. Et donc, mon engagement ou ma présence, je ne cherche pas non plus les mêmes choses. Et donc là, j'ai décidé de me dire, en fait, c'est juste OK si je loupe cette opportunité. C'est OK si je ne vais pas à l'after de ce talk. C'est OK de venir juste à l'after. Et bien là, je me sens plus reposée. Ouais, d'être alignée avec toi et d'être dans le JOMO. C'est plus le FOMO, dans le Joy of Missing. Ouais, c'est vrai que je suis plus dans le JOMO. En même temps, quand on est nourri quelque part, on ne cherche pas de la nourriture ailleurs. C'est ça. Ouais. On est déjà un privilège avec les projets, avec ce qu'on défend. Bon, après, il y a tout le contexte structurel, financier, et c'est pas forcément... c'est différent, ça peut aussi nous user. Mais c'est un autre sujet. Parlons d'engagement et de transmission. Tu transmets beaucoup. Parce que tu parles beaucoup de cette transmission aussi, unilatérale, je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot. Parce que tu parles beaucoup des jeunes qui t'apportent. Oui. Mais ton expérience, c'est unilatéral. Oui, de tout ce qui m'enseigne aussi, et je les rencontre, que ce soit en donnant des cours ou en faisant un peu aussi des workshops. Tu transmets beaucoup, tu conseilles beaucoup, tu accompagnes beaucoup, et donc tu aides des artistes à se faire entendre. Et pour toi, c'est important de transmettre ? Oui, je crois que c'est... Alors, j'ai mis les mots transmission tard. Enfin, tu sais, quand je me suis retrouvée à donner un cours à l'ICAR, j'ai compris que c'était l'intitulé. Mais comment c'est quelqu'un qui l'a mis ou tu l'as trouvé sur Internet? Non, c'est pas ça. C'est de se dire, avant, j'avais pas vraiment, il y avait pas un cadre. Tu sais, quand c'était un peu hors cadre, de façon consulting.
Mais tu vois ce que je veux dire, c'est moins formel. C'est moche. Hein, et là, on donne des cours. On donne des cours. Donc, si on comprend qu'on transmet quelque chose et qu'on a un réel savoir. Quand on a ce souci de légitimité, on a besoin du cadre pour le poser et dire ah oui, c'est vrai, là, je donne des cours à l'ICAR, je suis donc légitime. Et je donne un cours. Il y a des gens qui l'écoutent. Mais c'est vrai, j'adore utiliser le mot transmission. J'adore transmettre. Je trouve que c'est un mot que j'adore. C'est le lien social. C'est beau, quoi. Il y a éducation, il y a transmission, il y a être ensemble. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de ce que je reçois au contact de mon entourage, jeune ou pas. Mais c'est un tout. Et on se nourrit et on partage. Et c'est vraiment une richesse d'écouter tous ces parcours. Et donc ça, c'est important. Mais c'est tellement... moi, avant de vouloir travailler dans cette industrie, en même temps, j'y suis arrivée... Ça, c'est par expérience où tu te dis, ah oui, c'est possible. Oui, j'ai la légitimité d'y être, mais moi, je voulais trop être prof. Et c'est mes profs qui m'ont dit, ne fais pas ça. Je ne sais pas si c'était... à l'époque, je ne me posais pas la question de l'état de l'éducation nationale. Et je suis ravie de me dire, mais en fait, il y a des rêves enfants où finalement, ça arrive après. Oui. Et là, c'est vraiment ma petite... je ne sais pas si c'est une fierté ou autre, mais là, de donner des cours cette année... je me dis, j'ai bien fait de quitter cette industrie et d'aller vers la culture et donc vers aussi la transmission. T'es une grande dame de la musique, t'as beaucoup à leur apprendre. Et en plus, t'as quitté aussi à choix et à raison quelque chose et t'as beaucoup de choses à transmettre sur l'industrie, à tous ces projets que t'accompagnes qui sont pour la plupart indépendants. Et tu viens d'une grande maison, donc tu peux donner les codes et c'est riche d'enseignement. C'est vrai, ça me touche. Et est-ce que pour toi, tu penses que c'est une manière de réparer quelque chose que de transmettre ou de construire quelque chose ? Sûrement un peu des deux. De toute manière, c'est sûr que c'est les deux. Quand je laisse le ou deux, oui. Et réparer quoi ? Et construire quoi ? Peut-être réparer... Je me souviens qu'à la radio, le savoir, il s'arrachait un peu comme Antigone, on l'arrachait... on transmettait pas, il n'y avait pas... Tu sais, c'est de la générosité. Moi, le hip-hop, pour moi, c'est la transmission. C'était vraiment quelque chose de... Tu avais un grand qui t'apprenait à danser. Il y avait vraiment cette transmission. Et pour moi, elle est importante. Et j'ai vu des endroits où il n'y avait pas cette transmission qui est de la générosité, finalement. Donc, ça peut être dans un cadre institutionnalisé. Donc, t'es prof, donc c'est obligé, tu donnes. Mais je sais pas, il y a un truc avec générosité, transmission, être ensemble, vivre ensemble. C'est tellement toi, tout ça. Hein. Quand je t'ai posé la question, c'est quoi le regard que tu as sur toi ? Je m'appelle Anne-Sophie Mattei, je suis une femme généreuse qui transmet. Tu vois, il y a plein d'autres choses. On va travailler ta bio ensemble. Qui était déjà très bien. Déjà très bien. Ça m'a permis de poser les choses quand tu m'as envoyé cette bio que je t'ai demandé et d'amener tout ce que je connais de toi. Il y a une question que je pose à chaque personne ici dans le podcast Nuance Fétiche. Et je vais te la poser à toi aussi. Quelle est la nuance concernant que tu aimerais que les gens comprennent enfin ? Mais cette nuance qu'on ne perçoit pas de toi. Parce que je commence le podcast, en tout cas dans la bande-annonce, en disant c'est facile en fait de parler de ce qu'on montre et de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais on ne perçoit pas forcément une petite nuance, et c'est laquelle qu'on ne perçoit pas de toi. Toi, tu as perçu ma douceur, mais moi je crois que je ne suis pas perçue comme quelqu'un de doux, comme je suis un peu frontale, ou que j'exprime directement mon désaccord ou mon désarroi, ou que je le verbalise sans d'ailleurs trop le réfléchir. Et je m'excuse tous ceux que j'ai pu offenser en verbalisant aussi mal parfois. C'est peut-être la douceur. Alors je pense que je suis douce, ce que toi tu as senti, mais c'est vrai qu'il m'arrive d'être un peu... je suis en colère. Moi, souvent. Je trouve que ça va ensemble. Ça va ensemble. Donc, je fais de la punchline, comme disent mes copains. Mais à un moment, je me suis dit peut-être que je cherche à me dédouaner ou autre. Mais ce que j'aime en toi, c'est quelque chose que j'ai vu en moi. C'est le fait de dire les choses. En fait, pour moi, c'est être généreux et faire preuve de douceur. Alors que s'arrêter à quelque chose et de cacher les choses, pour moi, c'est brutal et douloureux. De sentir une tension qu'on ne dit pas parce que je suis quelqu'un de gentil et de doux. Et pour moi, quand tu dis les choses, tu es quelqu'un de gentil et de doux. Je perçois de ça de toi, mais je vais te le dire et on avance ensemble. C'est bien dit, c'est beau. Moi, je trouve ça honnête. Mais après, ça peut être déplacé ou déplaisant, et c'est pour ça que je m'excuse. Je présente des excuses que les gens acceptent. Et s'excuser, est-ce que c'est être brutal ou est-ce c'est être doux ? C'est être doux. Enfin, c'est reconnaître ses torts, c'est admettre qu'on n'a pas toujours raison ou que notre avis n'est pas non plus bon à entendre par tout le monde.
Tu vois, moi, je parle beaucoup dans l'émotion. Mhm. Et c'est pas forcément très réfléchi de ce fait. Et ça peut être... Mais ça c'est peut ressenti. être, Et ça, c'est très fort de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Eh bien, Anne-Sophie, merci pour ta sincérité. Je trouve qu'on oublie souvent que les personnes les plus fortes sont aussi celles qui doutent le plus et que la douceur et la colère peuvent coexister. Et pour moi, c'est ça la nuance. Merci d'être venue ici pour parler beaucoup, Anna. et d'interroger et de questionner ce qu'est la nuance. Merci beaucoup. À bientôt pour un autre épisode. Merci encore, c'était trop cool. À bientôt. Bonne continuation à Nuance Fétiche. Merci. Nuance Fétiche. C'était Nuance Fétiche, un podcast porté par Marie-Agnès Opoku avec l'univers sonore imaginé et réalisé par Sébastien Blanchon. Écriture et interview Marie-Agnès, musique, habillage et mix Sébastien, enregistré à la Gaîté Lyrique. Merci d'être avec nous.